résidentiels remarquables, les imams, les ordinaires, faire le compte rendu des différentes activités de l'association, mais aussi faire le point sur les différents projets du quartier, les relations avec la municipalité et avec les services de l'État. Je pense que si tous les quartiers s'organisent comme l'association de l'Unité 26 à l'image de l'association Lotissement Gazi Cheikh Ngom, je pense que le travail sera plus facile pour les municipalités. Ce que nous attendons, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que le fait qu'ils s'organisent déjà nous facilite la tâche. Nous avons un interlocuteur. Sinon, nous aurons en face que des politiques avec leurs intérêts. Mais ici, c'est une association qui regroupe l'ensemble des propriétaires de l'Unité 26, des résidents, dans leurs différents compartiments. Les identités remarquables, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les imams, les notables, la communauté chrétienne, les daïras, et ensuite les cadres du quartier. Comme ça, eux, tout ce qu'ils font en termes d'engagement, en termes d'élaboration de projets, nous pouvons nous avoir la facilité d'avoir l'interlocuteur, mais de pouvoir discuter avec eux et de faire une planification. Et ce que nous faisons depuis 3 ans, 4 ans avec eux. Je les ai reçus il y a presque 3 semaines. Nous avons fait le point. Aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale. J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour venir participer à l'Assemblée générale, présider, parce que j'ai vu qu'il y a un travail important qui est en train de se faire au niveau de ce quartier. Quand nous avons lancé ici, le 7 janvier, le programme du président de la République, son excellence M. Macky Sall, programme zéro déchet, c'était dans ce quartier-là. Et depuis lors, les routes sont entretenues. Et c'est important pour nous. Et nous avons des interlocuteurs. Quand l'éclairage public fait défaut, automatiquement, ils nous appellent. Donc, il faut qu'au niveau de chaque quartier, qu'il y ait des interlocuteurs, qu'il y ait des points focaux, qu'il y ait des volontaires pour le développement du quartier, pour la vie en harmonie. Et ça, c'est important. Est-ce que c'est le cas au passé? Oui, dans beaucoup de quartiers, c'est le cas. Ici, à l'unité 26, aux HLM Grand Médine, à l'unité 8, à l'unité 16, il y a des quartiers qui ont vraiment pris de l'élan par rapport à ça. Oui, pour nous, déjà, au parcelle, vraiment, nous touchons du bois. Pour le moment, nous n'avons pas cette ampleur-là. Nous pensons que c'est les zones côtières, les communes qui bordent le littoral, de manière générale, vers la Petite Côte, vers Saint-Louis, qui aujourd'hui ont le plus grand lot, et vers Kébémer, etc. Mais l'appel que nous lançons à la jeunesse de ce pays, c'est d'avoir espoir à ce pays-là. Bientôt, nous parlerons de pétrole, de gaz, de l'exploitation, des premiers barils qui vont sortir d'ici l'horizon 2023. Donc je pense qu'il y a de l'espoir dans ce pays-là. Il y a de l'emploi dans ce pays-là. Maintenant, il n'y a plus de sauts métiers. Il n'y a plus de sauts métiers, surtout pour des jeunes qui n'ont pas de formation. Quand vous avez 60 000 francs, 80 000 francs, 100 000 francs pour faire le pavage, vous êtes là en train à hésiter. Alors que vous n'avez aucune formation, ça pose problème. Donc je pense que l'appel que nous lançons à la jeunesse, c'est d'être disponible pour son pays. C'est de s'engager, de se donner, comme le font les ASP, comme le font les volontaires de l'éducation dans le passé, comme le font aujourd'hui ceux qui sont dans les projets d'agriculture, hein? Les agropoles à venir, Prodac, etc. Il faut que tout le monde s'engage, il faut que tout le monde donne un impôt de son temps. Maintenant, quand tu verras quelque chose de mieux, tu te désengages. Mais c'est trop facile de dire que je vais prendre la pirogue pour 500 000, 250 000 francs, arriver en Espagne, je vais réussir. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de jeunes Sénégalais, d'Africains qui sont en Europe, aux États-Unis, qui sont dans beaucoup de pays qui n'envoient plus un rond au Sénégal. Au contraire, c'est leurs parents qui les envoient de l'argent. Ça, c'est une réalité, on se connaît. L'immigration, il y a 20 ans, 30 ans, n'est pas la même que celle que nous vivons aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, les pays européens, l'Occident a des problèmes, vit des problèmes. Donc, ce que nous demandons à la jeunesse, avec l'appui de l'État, que nous demandons à redoubler les efforts par rapport au financement, mais surtout d'abord à la formation, qui doit être d'abord un préalable. Nous pensons qu'il faudra rester dans ce pays et travailler. Maintenant, ceux qui veulent partir, ils n'ont qu'à aller vers les ambassades, chercher le visa et partir. Mais je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a 4 millions, 5 millions, qui a une cantine, une table, une boutique, qui préfère vendre ça pour aller prendre une pirogue. Mais pour moi, c'est du suicide. C'est du suicide parce que tu avais une cantine, tu gagnais de l'argent. Quand on gagne 500 000, 600 000, mais je pense qu'on peut continuer à vivre au Sénégal. Oui, absolument. Nous vivons vraiment ce phénomène-là. Il y a la drogue que nous vivons dans nos quartiers. C'est pourquoi j'ai sensibilisé les notables pour que nous puissions prendre le dossier en main, que nous sensibilisons, mais surtout que nous surveillons nos enfants, que nous vérifions leurs sacs, ceux qui vont au collège. C'est important. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la drogue circule. L'usage du chanvre et de boissons alcoolisées au niveau des collèges, personne n'en doute maintenant. C'est une réalité. Donc il faut que les parents s'imprègnent. On ne peut pas passer tout notre temps à prendre les jeunes et les amener à la police. Ce n'est pas possible. Ce que nous voulons, que chaque parent soit la police de ses enfants. C'est ça qui exerce la police de ses enfants. Si nous le faisons, il n'y aura plus de drogue, il n'y aura plus de chanvre indien au niveau des quartiers, au niveau des écoles. Et ensuite, il faut que nous ayons le sens de la dénonciation.
Il faut que nous dénoncions ces vendeurs de drogue, ces grands trafiquants établis dans nos quartiers. Il faut que nous les dénonçons. Ceux qui fument le chanvre, il faut que nous les dénonçons, même si c'est de manière anonyme. Mais si nous laissons les choses là perdurer, mais c'est la catastrophe. En tout cas, je le dis et je le répète, aux parcelles, il y a beaucoup de drogue. La drogue circule. La police fait des efforts importants avec les services de l'État. Nous-mêmes, nous nous impliquons au niveau des marchés pour dénoncer, pour faire arrêter avec nos services. La police peut vous dire tout de suite, vous confirmer que les agents de la mairie, il n'y a pas un mois où nous ne dénonçons pas ou bien nous arrêtons et nous appelons la police. Donc, nous jouons notre rôle et nous pensons qu'aussi les populations, les parents doivent jouer ce rôle-là. Oui, sur la sécurité et les stades, je vais allier les deux pour terminer. Sur la sécurité, c'est l'éclairage public. Nous veillons avec le quartier, comme je l'ai dit, il y a un dispositif d'alerte. Chaque fois qu'il y a défaillance, nous réagissons. Donc, et nous pensons qu'aussi avec les populations, nous pouvons mettre en place le projet quartier sûr. Donc les HLM Grand Médine ont fait l'expérience. Nous pensons qu'à partir de janvier, avec la participation des populations, des habitants, nous pouvons mettre des surveillants, des veilleurs de nuit et que nous allons partager la prise en charge. Donc ça, nous avons demandé d'abord que les quartiers s'engagent parce qu'on ne peut pas le faire sans les quartiers, sans les propriétaires, sans les habitants. Maintenant, pour le stade municipal, le ministre nous a donné vraiment l'engagement ferme avec l'entrepreneur que début janvier, Inch'Allah, nous allons recevoir les clés du stade municipal des Parcelles Assainies pour le mettre à la disposition de la jeunesse.